Donc, notre fil rouge de cette table ronde sera de comprendre, de mesurer les enjeux, d'activer les leviers et de partager des solutions. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Antoine Dupuis, qui est ici présent, qui est professeur d'université de pharmacie clinique et praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Poitiers, directeur de recherche et responsable de l'équipe CNRS Interaction Homme-Environnement-Santé et l'équipe INSERM Axe Santé environnementale, Pôle Biosforma. Voilà. Nous avons également Xavier Dana, qui est tout à gauche, enfin à ma gauche, à votre droite, qui est cadre puériculteur dans le service de néonatologie et de soins intensifs au groupe hospitalier de La Rochelle-Réaunis et fondateur de 1400 jours pour bébés. Nous avons également Nicolas Michaud, tout en bleu, qui est PDG de Pédiatis et qui propose des formulations, enfin sa société propose des formulations pédiatriques dans des contenants éco-conçus. Nous accueillons également Grégoire Follin, qui est tout à droite, qui est directeur de TENEN, un bureau d'études sur les matériaux et la qualité de l'air intérieur. Et je vous présente en dernier Olivier Chastel, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études biologiques de Chizé et à La Rochelle Université. Et il est responsable de l'équipe ECOPHY sur l'écophysiologie de la faune sauvage. Donc, vous pouvez constater un panel très divers d'experts en santé. Et donc, je vous propose de commencer par poser les bases. Donc, je vais me tourner vers Olivier et je vais vous demander, quand on dit perturbateur endocrinien, d'où vient ce terme? De quoi parle-t-on? Merci beaucoup. En fait, ce terme, il est apparu au début des années 90, notamment sous la houlette de Theo Kolborg, qui est une femme qui a beaucoup contribué à mettre en place la notion de perturbateur endocrinien, c'est-à-dire tout ce qui va perturber le bon fonctionnement des hormones, soit par mimétisme, parce qu'une molécule va ressembler à une hormone, et donc elle va prendre la place sur les récepteurs de l'hormone naturelle, soit parce qu'elle va la supprimer. Le principe, c'est aussi que ces perturbateurs endocriniens peuvent agir à très faible dose, comme une hormone en fait. Une hormone agit à faible dose. Et que souvent, les effets sont complexes et sont, par exemple, non linéaires. C'est-à-dire qu'on a parfois des courbes où, à faible dose, un perturbateur endocrinien, par exemple un pesticide ou une autre molécule industrielle, va, par exemple, réprimer l'expression d'une hormone à faible dose. À dose moyenne, va la stimuler, et puis ensuite va encore diminuer. Donc la réponse ne sont pas linéaires, c'est souvent des formes un peu complexes, et c'est quelque chose qui est, de fait de cette complexité, de l'action à faible dose, c'est aussi qu'on se heurte souvent, pour des raisons réglementaires, à une difficulté à les définir, et donc il y a beaucoup de débats autour de ça, ce qui fait que la classification est parfois complexe pour classer tel ou tel composé en perturbateur endocrinien. Il y en a énormément. Je ne sais pas si on peut aller balayer un petit peu les choses. Il y a des produits industriels, les polychlorobiphéniles, qui étaient autrefois dans ce qu'on appelait dans les aspects électriques. Il y a beaucoup de pesticides organochlorés, le fameux DDT autrefois. On a ensuite des plastifiants, les bisphénols, vous avez peut-être entendu parler. Il y a également des médicaments directement, des hormones de synthèse qui vont être là directement pouvoir agir. Et puis après, sur ce qu'on fait notamment nous sur la faune sauvage depuis quelques années, on voit des effets, par exemple des fameux PFAS, les fameux composés perfluoroalkylés, qui sont capables d'interagir avec des fonctions hormonales, notamment par exemple avec des grandes fonctions comme les hormones thyroïdiennes. Voilà. Donc, mais c'est très variable. Il y a aussi des métaux qui peuvent, notamment le mercure, peuvent perturber, gêner, modifier la sécrétion hormonale. Donc, côté toxicologie, je vais me tourner vers Antoine Dupuis. Donc, au niveau santé humaine, les PE, en quoi sont-ils complexes? Quelles doses sont dangereuses? Est-ce que des mélanges peuvent impacter la santé humaine? Voilà, quels sont les effets de ces PE sur la santé?
Merci, bonjour à toutes et tous. Et encore merci pour l'invitation. Merci particulièrement à Caroline pour la tenue de cette conférence. Alors effectivement, les perturbateurs endocriniens, justement, on a commencé à l'aborder, sont complexes dans leur toxicologie. Et en fait, ils ont remis en question complètement ce qu'on avait comme notion de la toxicologie et qu'on a toujours pour la plupart des toxiques, cette notion que la dose fait le poison. Vous savez, c'est Paracels qui avait donné cette définition que toutes les substances pouvaient devenir un poison à partir du moment où la dose qu'on ingère devient importante et donc la toxicité se révélait avec la dose. Et là, on est face à un vrai paradoxe où en fait, c'est pas la dose qui fait le poison. Et justement, c'est la complexité de ces perturbateurs endocriniens, c'est que leur dose ne fait pas leur toxicité et ils peuvent ne pas être toxiques à forte dose et l'être à très faible dose. Ce qui veut dire que les méthodes de toxicologie qu'on a toujours mis en œuvre pour évaluer les toxiques, y compris les médicaments, ces méthodes qui permettent d'évaluer un certain nombre de risques toxicologiques, ne sont pas adaptées aux perturbateurs endocriniens parce qu'ils sont basés sur, par exemple, la évaluation de la dose toxique. On augmente les doses chez un animal ou autrement, et on voit les effets. Ici, on ne peut pas mettre en évidence cette toxicité. C'est le premier élément, c'est le mécanisme de survenue de la toxicité est complètement paradoxal et en tout cas ne correspond pas à la toxicologie classique. On a des doses infinitésimales qui peuvent créer des effets et du coup c'est complexe et aujourd'hui la technologie permet de mesurer ces quantités infinitésimales alors qu'autrefois ce n'était pas le cas. Et puis, il y a des complexes. La complexité vient aussi du fait que les mélanges de perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets inverses, c'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien associé avec un autre, ça va complètement modifier finalement les effets. Et le résultat, c'est que vu qu'il y a beaucoup de ces perturbateurs endocriniens, comme on vient de le dire, eh bien, il est compliqué d'évaluer les effets des mélanges eux-mêmes. Ça fait partie de cette complexité. Puis, on peut rajouter au fait que les effets des perturbateurs endocriniens, en tout cas en termes de santé humaine, mais aussi animale, vont souvent se produire très longtemps après la période d'exposition. Donc, mettre en œuvre des méthodes d'études toxicologiques sur des courtes périodes ne suffit pas à mettre en évidence ces effets, puisqu'on sait que l'exposition in utero va procurer des effets chez la santé à venir qui peuvent apparaître chez l'enfance, dans l'adolescence, voire même à l'âge adulte. Donc, vous comprenez que du coup, cette toxicologie particulière a amené les difficultés à mettre en évidence la causalité avec ces notions statistiques vraies entre une exposition et une maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de débats, encore beaucoup de détracteurs, de difficultés pour certains qui ont des intérêts pour certains produits perturbateurs endocriniens à laisser admettre ces effets et cette toxicologie. Et donc, ces effets néfastes pour l'homme et sa descendance, parce qu'en plus de ça, on sait que des effets peuvent se produire dans les descendances, dans les N+1, N+2, voire N+3, comme on l'a vu notamment avec ce médicament bien connu qui a entraîné des effets sur les générations à venir. Merci. Je vais vous laisser. On va passer le micro à Olivier. Je voudrais revenir avec Olivier sur l'exposition et de la définition de qu'est-ce que l'exposome. Et on en parlait tout de suite sur les effets aussi à long terme. Les effets sont-ils forcément irréversibles? Donc, c'est deux questions. Alors, l'exposome, c'est ce à quoi vous êtes exposé. Et pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que souvent, ces perturbateurs endocriniens, il y a des fenêtres d'exposition qui sont plus ou moins impactants. L'embryogénèse, le tout début de la vie, ça, ce sont des moments, des fenêtres où, effectivement, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets que l'on va avoir bien plus tard, que l'on peut avoir aussi de façon transgénérationnelle. Et donc ça, on le voit à la fois, ça a été, il y avait le Distilben qui a été quand même un petit peu un des premiers preuves de cette transmission. Mais on le voit aussi, nous, au niveau de la faune sauvage, sur des oiseaux marins, parce que c'est ce qu'on étudie. On voit que l'embryogénèse, le début de la vie dans l'œuf, puisque la femelle va transmettre un certain nombre de vitamines, de nutriments, mais aussi, et ça, c'est pas ce qu'elle veut, mais c'est ce qui se passe, elle va transmettre un certain nombre de molécules qu'elle a dans sa circulation sanguine ou ses organes. Eh bien, c'est là qu'on voit qu'il y a des effets qui sont à long terme, qui peuvent être discrets.
Mais pour vous montrer un petit peu un exemple, nous, on est très intéressés par l'interaction entre les perturbateurs endocriniens et, par exemple, les changements dans l'environnement et les changements climatiques, par exemple. Se reproduire, comment dirais-je, lorsque la reproduction est déclenchée, c'est souvent via une interaction entre l'environnement et des processus hormonaux. Vous allez sécréter des hormones lutéiniques, puis ensuite le cycle va s'engager. Et donc tout ça est bien réglé pour se caler avec ce qui se passe dans l'environnement, etc. Mais si vous avez comment dirais-je, des hormones qui fonctionnent moins bien, qui ne captent pas bien ou qui sont moins opérationnelles pour capter des changements dans l'environnement, mais c'est ce qui impacte les animaux, c'est ça qu'on regarde. Et là, on est typiquement dans les effets à long terme ou de génération, ou exposé quand on est embryon, eh bien, on est peut-être moins bon pour répondre aux variations de l'environnement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que c'est ce qui peut intéresser. Et aujourd'hui, donc il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout, mais on ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment les diagnostiquer. Donc, je vais poser la question à Grégoire. Est-ce qu'il existe des outils aujourd'hui pour identifier les sources de perturbateurs endocriniens ? Alors, bonjour à tous. Merci pour l'événement, pour l'accueil, la qualité des intervenants, de mes confrères. En préambule, c'était intéressant de parler de ce qui s'est passé ici dans la région et le fait qu'on soit capable aujourd'hui, alors autant l'industrie développe des substances chimiques, mais les outils analytiques aussi évoluent. Et donc, on est capable aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait, d'analyser de l'air et déjà de voir tout ce qu'on a dans l'air. Il faut savoir que les outils aujourd'hui, là, si on faisait un prélèvement d'air ici, on verrait un petit millier de molécules. Voilà. Donc après, il suffit de les classer. Il y a des outils et on est tout à fait capable de faire ça. Et plus l'outil analytique évolue, et plus on est capable de les voir à des très très faibles doses. Après, ce que vous disiez, c'est extrêmement juste. C'est la difficulté, c'est que la dose ne fait pas le poison. Mais en tout cas, on est capable aujourd'hui de quantifier, de voir avec des outils assez simples qui sont à la portée. Et donc, on sait maintenant ce que c'est que les perturbateurs endocriniens, on sait les identifier, mais concrètement, si on revient sur la santé humaine, Antoine, quels sont les effets avérés et quels sont ceux qui sont suspectés sur la santé ? Quelles étapes vraiment clés de la croissance humaine il faut vraiment faire attention à ne pas être exposé à ces perturbateurs endocriniens ? Alors, on l'a dit, c'est complexe, la toxicologie est complexe et du coup, il est difficile de mettre en évidence les effets des perturbateurs endocriniens. Mais aujourd'hui, il y a des niveaux de preuve, il y a des causalités qui ont été démontrées statistiquement avec l'évidence base, comme on dit. Et on sait par exemple que les cancers hormonodépendants, et c'est le cancer de la prostate qui est la première pathologie qui a montré cette causalité, est en lien avec l'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est l'histoire de la chlordécone et on connaît bien en France à travers nos DROM cette problématique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a au niveau de l'agence du médicament et du suivi, un suivi de ces personnes exposées à la chlordécone au travers de la culture de la banane. Donc c'est une pathologie reconnue à l'exposition de ces perturbateurs endocriniens avec un suivi médical qui est en train de s'instaurer, et notamment un suivi grâce aux techniques pour doser les personnes qui ont ces... Donc ça, ces cancers hormonodépendants aujourd'hui sont reconnus et d'autres cancers commencent à avoir des niveaux de causalité. Un autre domaine de pathologie qui aujourd'hui ont des causalités reconnues, c'est les effets sur le système reproducteur. Il y avait les cryptocordies, les hypospadias qui sont relativement rares, mais où il y a des liens vrais entre exposition aux perturbateurs endocriniens et survenue de ces problématiques. Et puis plus large, la puberté précoce. Aujourd'hui, on a des données de santé sur des cohortes d'exposition, notamment, et on en parlera, à des cosmétiques ou des produits d'hygiène qui contiennent, par exemple, des parabènes. Il y a des preuves que la puberté précoce chez la petite fille, par exemple, est liée à cette exposition. Il y a aussi des problématiques autour de la fertilité et on sait que la qualité du sperme, par exemple, il y a des notions de causalité entre exposition perturbateurs endocriniens et fertilité. Il y a aussi des troubles métaboliques et il y a de plus en plus de liens autour des troubles métaboliques, notamment le diabète de type 2 ou encore l'obésité. Et on a les preuves aussi mécanistiques. On a aussi les troubles du neurodéveloppement. Il y a des liens forts entre des
des problématiques en termes de neurodéveloppement, notamment c'est autour de troubles autistiques ou ce trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou pas, on sait qu'il est parfois un petit peu trop mis en avant chez nos enfants, mais on sait qu'il y a des liens entre l'exposition à des perturbateurs endocriniens et ces troubles du développement. Et enfin, il y a aussi des problématiques, bien sûr, autour de ces maladies auto-immunes, les maladies, la pathologie thyroïdienne, par exemple. On sait que là, il y a des liens de causalité forts. Donc, ces pathologies auto-immunes sont beaucoup regardées parce qu'elles explosent, elles aussi, comme les maladies chroniques. Et on sait qu'il y a des liens entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et ces pathologies. Et donc, on l'a dit, il y a des fenêtres d'exposition, notamment la période intra-utérine, puisqu'on sait que c'est là qu'il y a des grands développements. Mais aujourd'hui, on sait même que la période préconceptionnelle pourrait avoir un impact. Et on sait qu'en tout cas, nous, on travaille aussi sur des messages pour lorsqu'il y a des désirs de grossesse chez le père et chez la mère, sur cette période préconceptionnelle. Et ces effets transgénérationnels qu'on explique aussi aujourd'hui biologiquement. C'est assez important d'avoir les mécanismes biologiques, mais à travers l'épigénétique. Et c'est là aussi que c'est complexe parce que c'est une science nouvelle, mais on était plutôt habitué à la transmission à travers le chromosome. Vous savez, les pathologies amenées par la modification chromosomique. Là, ce n'est pas le chromosome qui est atteint, c'est l'environnement du chromosome finalement qui est atteint avec des mécanismes biochimiques relativement simples et qui transmettent finalement la problématique aux différentes générations sur plusieurs générations. Et c'est là que c'est assez positif, puisqu'on peut réverser, autant on ne peut pas modifier, revenir en arrière sur une modification chromosomique, autant sur l'environnement de ce chromosome, sur l'épigénétique, on peut modifier, et en ayant un exposome favorable, on peut modifier finalement cet environnement. Donc on peut revenir un peu en arrière sur des problématiques d'exposition qui auraient eu lieu en amont, à travers en tout cas ce mécanisme qu'on connaît bien aujourd'hui. Merci. Donc, ça veut dire que si on agit sur la réduction de la production de perturbateurs endocriniens, on peut quand même améliorer les enjeux sanitaires. Donc, je vais me tourner à ce moment-là vers Nicolas. Au niveau industriel, quelles sont les difficultés pour produire sans perturbateurs endocriniens? Quelles sont les contraintes? Quels sont les coûts réels de la production sans perturbateurs endocriniens? Oui, alors moi je suis très content d'être l'industriel qui vient donner un petit peu d'espoir ici, puisque là on parle beaucoup de la chimie, de l'industrie et ce qu'elle nous a apporté de chouette et de pas trop chouette. Donc moi je connais un peu l'industrie pharmaceutique depuis plus de 20 ans et il y a un endroit, on va continuer dans le domaine, il y a un endroit très particulier qui est la pédiatrie aujourd'hui où 50% des médicaments n'existent pas, mais surtout une grosse partie des médicaments qui existent sont des flacons multidoses qui contiennent des parabènes. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, 80% de vos médicaments, ils sont emballés dans du PVC, ce qui est complètement interdit dans la food. On a du bisphénol qui est complètement interdit dans la food. Donc on a des phtalates, et plus particulièrement dans le monde de la pédiatrie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez révoltant, d'autant plus qu'on a des solutions, en fait. Aujourd'hui, nous, chez Pédiatis, et puis moi je dis ça, mais je suis entouré de gens qui ont travaillé avec moi. Je vois Thierry qui est là, Antoine a travaillé avec moi, Xavier a travaillé avec moi sur trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent depuis longtemps, partir sur des formes huileuses, des emballages en forme avec de la gélatine, et tout ça, c'est aujourd'hui disponible, c'est même disponible depuis une centaine d'années. Le seul impact, c'est que est-ce que la société aujourd'hui, alors qu'il y a des pénuries, est capable de fournir aux industriels, ou des petits industriels comme moi, assez de finances pour pouvoir remettre au propre tous les médicaments qui existent? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Aujourd'hui, voilà, j'ai un médicament qui a été inventé avec l'hôpital de La Rochelle. C'est un produit qui existe déjà, mais le rendre propre et plus efficace, c'est 6 ans d'abnégation, c'est 1 million d'euros sur la table, tout ça pour apporter quelque chose qui ne sera même pas plus remboursé que le produit originel. Il y a les industriels, ils sont très contents de faire propre, si demain ça leur rapporte autant. Aujourd'hui, ça leur apporte plus de faire sale, donc il ne va pas y avoir de changement intellectuel très vite. Donc ça existe, les possibilités sont là, et moi je viens vous apporter cet espoir-là parce que les industriels, ils le regardent de près et ils sont prêts au changement. C'est juste un peu de finance qui va me manquer.
Il y a un autre axe aussi qui se développe de plus en plus. On parle de rétro-innovation, Xavier. Donc, qu'est-ce qu'une rétro-innovation pour réduire les expositions perturbateurs endocriniens et quel est l'intérêt au niveau individuel, au niveau économique, au niveau des organisations de soins? Quels sont les co-bénéfices et pour l'environnement également de faire de la rétro-innovation? Donc, à la maternité de La Rochelle, depuis 2019, on est engagé dans une réduction d'exposition aux perturbateurs endocriniens grâce à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce cadre-là, donc, on est une maternité éco-responsable. Donc, on en fait tout un ensemble d'actions où on a identifié... la stratégie, en fait, c'est d'identifier une source potentielle ou avérée de polluants pour la femme enceinte ou le nouveau-né et le jeune enfant, et voir si on peut le supprimer, le substituer ou au moins diminuer. Et en l'occurrence, une des actions qu'on avait faites à la maternité, c'était de remplacer toutes les bouteilles d'eau qu'on distribuait aux mamans par une rétro-innovation, c'est-à-dire on ressort la carafe de la cantine en inox, et puis on met une fontaine à eau dans le service à disposition, et comme ça, toutes les mamans vont se servir à ce point d'eau. Et ça nous évite d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique avec tout ce que ça peut impliquer, d'utiliser des contenants alimentaires en PVC et les déchets. Donc ça, c'est une des rétro-innovations qu'on a pu mettre en place assez simple finalement, à la maternité, qui en plus a un intérêt économique. Enfin, ce n'était pas l'objectif premier, mais là, en l'occurrence, celle-là, elle nous fait faire en plus des économies. Donc on voit qu'il y a des solutions toutes simples en revenant à des habitudes qui étaient faites avant. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour accélérer le changement? Donc je vais revenir vers Nicolas, donc, qui expliquait qu'il y avait peut-être des besoins au niveau politique d'accompagnement pour les industriels, puisque l'exemple qu'a donné Xavier, finalement, chacun peut le faire à son échelle, mais il y a peut-être des besoins pour d'autres dimensions, comme la production de médicaments. Donc Nicolas, qu'attendez-vous concrètement des décideurs pour accélérer le changement? Alors je pense que là, quand tu as parlé de rétro-engineering, souvent, si on va voir dans les normes qui sont actuelles, les normes n'y sont pas prêtes. On n'est pas prêt à repartir sans plastique. Et aujourd'hui, quand je vous dis que ça fait 5 ans et demi que j'ai essayé de changer un médicament qui est mal foutu aujourd'hui, quand j'arrive face à la NSM, elle me juge avec les yeux de quelqu'un qui demande des garanties entourées par du plastique. Je sais que l'hôpital a exactement ce genre de situation. À chaque fois que vous changez quelque chose, oui, mais tant que je suis emballé dans le plastique, je suis sûr que là, c'est perméable. Voilà. Je pense que on ne va pas ajouter des normes ou en enlever, on va peut-être les adapter à ce que l'on veut. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus propre. En rajouter n'a pas trouvé de solution. Aujourd'hui, le principe de précaution, où vous envoyez un dossier et c'est une intelligence artificielle qui va voir si vous respectez les normes, va pas vous permettre de répondre aux enjeux de demain. Donc les enjeux de demain, c'est à nous, les humains, de sortir un peu du cadre, de proposer des solutions. Et là, c'est évidemment à nos institutions de s'adapter à cette demande du peuple aujourd'hui qui est arrêtons d'emballer tout dans du plastique. Évidemment, c'est un peu dangereux. Ça demande un changement d'habitude, mais c'est possible. Voilà. Donc vous parliez de normes, je vais me tourner vers Grégoire. Comment les normes ont évolué jusqu'à présent? Qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Alors avant de parler des normes, je trouvais intéressant de parler de l'histoire de la chimie, puisque c'est ce qui va nous occuper. Donc début du siècle, on a à peu près une centaine de substances chimiques qui sont enregistrées. Aujourd'hui, c'est 350 000. C'est 7 substances chimiques qu'on crée chaque jour. Et on a expliqué toute la difficulté d'étudier, d'un point de vue sanitaire, chaque substance chimique. Donc quand on parle des perturbateurs endocriniens, jusqu'en 2023, la norme française était de dire, et chapeau aux industriels, eh bien, il ne faut pas mettre de perturbateurs endocriniens dans les produits. Et donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut avoir une liste? Ah ben non, on n'en a pas. Débrouillez-vous avec ça. On sait ce que c'est un perturbateur endocrinien. On en a donné la définition, mais en fait, on n'a plus les moyens de faire des études. Et donc, 2023, pour la première fois, est apparue une liste qui est utilisée aujourd'hui en cosmétique, en agroalimentaire. Je crois qu'il y a 23 ou 26 substances
chimiques qui sont identifiés, avérés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des listes de perturbateurs endocriniens susceptibles qui fait déjà plus de 1200 composés. Je crois que les vitesses d'analyse, alors je donne quelques chiffres, hein, mais sur les perturbateurs endocriniens, vu la durée et la difficulté de réaliser une analyse qui prend plusieurs années, on doit être sur un rythme par pays européen entre 2 et 5 substances. Donc on a encore des années et des années d'études, etc. Donc en 2023, voilà, on a déjà une petite base sur laquelle on peut travailler, on peut enlever des choses. Et après, chaque secteur a évolué aussi de façon très, très différente. Autant dans le monde de la cosmétique, l'agroalimentaire, de la pharma, il y a des réglementations, il se passe pas mal de choses. Moi, je viens du monde du bâtiment, la qualité d'air intérieur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un plan national santé-environnement qui a été lancé en 2023 parce que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur, essentiellement dû aux produits d'entretien, aux matériaux de construction, à l'usage du bâtiment, les petits parfums, les petits, tout ça qui viennent animer tout ça. Il faut savoir que dans le monde du bâtiment et du matériau de construction, eh bien, à ce jour, il n'y a aucune réglementation. Rien du tout. C'est-à-dire que je crée un nouveau produit, je peux mettre toute la chimie que je veux dedans. La seule chose qui est obligée au niveau européen, c'est de faire apparaître dans une fiche de données de sécurité un bout de la composition du produit. Et dedans, on peut mettre cancérigène, mutagène, reprotoxique, perturbateur endocrinien, à plus de 0,1%. Pour le reste, c'est le secret de la formulation, on ne peut absolument rien dire. Et cette fiche de données de sécurité, elle est simplement déclarative. Aucun organisme de contrôle, rien du tout. Et je peux même changer autant de fois que je veux la fiche de données de sécurité, tout en gardant le nom commercial du produit. Donc aujourd'hui, on a des produits qui portent le même nom et qui ont évolué dans le temps. Alors, certains du bon côté, certains non. Et aujourd'hui, la réglementation, c'est les limites. Elle est faite en sorte, ce que je dis, pour couper le robinet. C'est-à-dire qu'on a créé ces substances-là et on essaye de faire en sorte qu'on n'en mette plus dans les nouveaux produits. Il y a une réglementation l'année dernière sur les bisphénol A, notamment, où ça y est, on a encore baissé les doses journalières à les rendre tellement basses. Alors le A, maintenant, on l'a remplacé par le S, le Z, etc. La partie toxico, elle n'est pas encore terminée. On va se rendre compte, on a déjà des idées, mais qu'elles seront peut-être même pires que le A. Si vous voulez, le but, c'est qu'il n'y ait plus ces produits-là. La réglementation, elle ne prend pas en compte une chose, c'est le passé. Alors, elle commence un petit peu, donc... sur la qualité d'air, la première réglementation qui apparaît, elle date de 2023 aussi, beaucoup de changements en 2023. On regarde 3 substances dans l'air, dont 2 sont des polluants. Un, c'est plus un indicateur si c'est bien ventilé, mais c'est le benzène et le formaldéhyde. Donc on en est loin de là où on veut aller. Bien parler des Américains, eux, ils sont à 70 déjà. Donc on est un petit peu en retard en Europe par rapport à ces sujets-là. Mais on a des bâtiments qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont, dans lesquels on a mis plein de matériaux des années 50. Aujourd'hui, on a utilisé toute la chimie du monde. Et c'est vrai qu'on ne s'empare pas de ce sujet-là, de dire peut-être qu'il faut qu'on change des choses là-dessus. Donc au niveau du bâtiment, à part les fiches des caractéristiques des produits, finalement, il n'y a pas grand-chose. En santé, il y a des labels qui apparaissent de plus en plus. Et donc ces labels, comment on peut les interpréter? Est-ce qu'ils sont tous crédibles? Est-ce qu'il manque des choses? Xavier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses des labels en santé? Alors là, ça, en fait, c'est au niveau individuel, puisque nous, on agit à la maternité... un niveau collectif, j'en parlerai un peu plus tard, au niveau de l'institution, et au niveau individuel, ce qu'on propose aux femmes enceintes, des ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Bon, c'est l'atelier Nesting, notre modèle. Bon, il y en a d'autres qui existent, mais au sein de ces ateliers, c'est de
présenter aux futurs parents les différents labels qui existent, puisque souvent ils sont méconnus, on les a derrière les flacons, les emballages, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Souvent il y a des labels qui sont fiables, qui sont reconnus, et d'autres c'est des labels autoproclamés entre guillemets. Une marque peut créer son label et avec une visibilité qui peut paraître saine, mais qui n'est pas forcément. Donc nous, ça passe par informer les parents sur ces labels, lesquels sont bons et pas bons, et plutôt à éviter. Et suivant si c'est de la cosmétique, des produits ménagers, en fait, il y a aussi des labels qui sont plus ou moins fiables. Et donc au niveau de l'hôpital, comment vous faites en fait pour vous fournir avec tous les produits? Est-ce que, comme le disait Nicolas, finalement il n'y a que des produits avec du plastique, donc vous êtes obligé de les prendre, ou est-ce que vous avez la possibilité de pousser pour avoir des produits un peu plus propres? Eh ben, bon, au niveau de l'hôpital, ça touche toute la question des achats, puisque les marchés publics sont liés à des cahiers des charges. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est on modifie les pondérations des cahiers des charges. Puisque, je prends l'exemple des couches, on a changé nos couches. Alors c'est toujours des couches jetables, mais on a modifié le cahier des charges, où on a augmenté la pondération liée aux matériaux utilisés, enfin aux produits utilisés pour fabriquer la couche. Et ça, on va monter la notation là-dessus, le barème. On va être à, par exemple, 60% là-dessus, ou 70%. Et le prix, on va le descendre à 20, par exemple 20-25%, ce qui va nous permettre d'avoir des produits plus sains et plus raccords avec notre objectif de réduire d'exposition, en l'occurrence aux perturbateurs endocriniens, mais autres polluants aussi pour les nouveau-nés. Voilà, puisqu'on l'a dit, les 1000 premiers jours, c'est quand même 1004, enfin, même l'antéconceptionnel, sont une période assez vulnérable, enfin une fenêtre de vulnérabilité pour l'enfant. Donc ça passe par le marché public. Ouais. Et un dernier point, c'est que évidemment, c'est pas nous, la maternité de La Rochelle, qu'on va changer toute la France. Donc on est aussi, on travaille avec d'autres maternités et on se regroupe pour faire des achats groupés. Ça s'appelle des groupements d'achats, et aussi pour faire part de nos expériences. Voilà. S'il y en a qui ont développé qui ont trouvé d'autres produits plus sains, en fait, on va se transmettre les informations. Donc c'est ça, en vous regroupant avec toutes les maternités au niveau national, vous arrivez à avoir suffisamment de poids pour demander aux industriels de changer leur procédé de fabrication. Finalement, c'est ça. On l'espère. On a réussi, plus ou moins rapide. On l'a réussi avec le lait. Voilà, mais c'est vrai qu'à plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi, là, on revient sur le côté individuel, mais les industriels, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Donc en fait, si les gens n'achètent pas, ils vont pas le vendre. Donc si on donne l'information aux parents et qu'ils disent non, moi je préfère ce produit-là parce qu'il est plus sain, il est meilleur pour la santé, et là on commence à faire bouger les lignes, parce que là les laboratoires vont dire finalement le petit village gaulois de La Rochelle, peut-être pas les seuls, et peut-être bouger un peu. Voilà. Donc là, c'est se regrouper pour pouvoir modifier les choses. Mais finalement, tu le disais, au niveau individuel, on a quand même un certain pouvoir. Et donc, je voulais demander à Antoine, en quoi le consommateur a un énorme levier, sans le savoir, pour faire bouger les choses. On voit à travers ces discussions, vraiment, quand on étudie un peu l'histoire des perturbateurs endocriniens, la façon dont ça a été découvert par les scientifiques, mais tout ce qui a été amené dans l'histoire de ce toxique, c'est une vraie problématique sociétale. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui fait qu'il y a cet événement, c'est que c'est un problème de société et qu'on ne résoudra pas juste avec des médecins ou des chimistes ou des scientifiques. C'est un problème qui concerne la société, et il n'y a que la société dans sa globalité qui pourra faire évoluer les choses. On sait qu'il y en a partout. Mais à faire évoluer les lois, les normes, on sait très bien que c'est parce que le niveau d'acceptabilité de la société va
avancer sur justement cette problématique, que les normes et les lois viendront. Et les industriels fabriquons aussi ce que les consommateurs auront envie d'avoir. Et on l'a dit, il y a un bénéfice individuel à limiter son exposition, puisqu'on peut réverser finalement l'exposition, même à un travail utile, sinon ça aurait moins d'intérêt de changer ses pratiques. Mais il y a un intérêt à changer ses pratiques, et du coup, la perception a besoin de transpirer dans la population pour qu'individuellement, déjà, on ait envie de changer son exposition. Et cet intérêt individuel aura une portée collective, puisque la consommation générera les produits qu'on va avoir demain. Et quand on voit ce que la chimie a pu apporter comme bénéfice à travers le plastique dans les années 60, peut-être que le bénéfice aujourd'hui, il est différent de ce confort que nous a apporté le plastique. Mais en tout cas, c'est vraiment ça l'histoire, c'est prendre la dimension du problème pour que individuellement on puisse agir collectivement. Et on a parlé justement de cette histoire de prix, c'est juste que est-ce que collectivement c'est le prix qui est le plus intéressant. Et en tout cas individuellement on voit que ça évolue. Et je vais vous prendre un exemple de santé sur une pratique. Moi, pharmacien, j'ai toujours, à travers les soignants, là je parle sur la pratique des soignants, essayé de faire qu'on utilise la voie orale plutôt que la voie IV lorsqu'on pouvait avaler un médicament plutôt que de l'injecter, parce que ça coûtait moins cher. C'était ça le levier qu'on espérait. Bon, on n'a jamais vraiment réussi à faire beaucoup avancer. On a des pop-up et tout ça sur les... Mais aujourd'hui, on a un message qui est vers... les soins éco-responsables, prenant en compte le fait que des plastiques, il y a des perturbateurs endocriniens, que il y a besoin de produire la seringue injectable, la perfusion, etc. Et tout ça, ça a un impact sur l'environnement. Et bien, ce message-là, aujourd'hui, qui est affiché auprès des soignants qui peuvent avoir une action sur... plutôt donner une voie orale qu'une voie IV, il fonctionne beaucoup mieux que le message qu'on avait autrefois sur le coût que l'injectable avait. Donc, individuellement, il y a vraiment la capacité, et en tout cas, ça passera par l'individu pour avoir un effet collectif et voir espérer et évoluer les lois et aussi l'offre des industriels. Ça fonctionne comme ça. Et de changer ses pratiques, perdre un peu de son confort, c'est pas forcément évident. Donc, comment on peut accompagner sans faire culpabiliser les personnes dans justement ce changement de pratiques individuelles? Xavier, est-ce que tu as des exemples où à la maternité, vous accompagnez au changement? J'avais parlé des ateliers nesting, mais ce qu'on essaie aussi de faire, c'est nous, on met en place, alors je parle de la maternité, mais en fait c'est sur l'ensemble du pôle femmes-enfants, parce qu'on essaie de déployer nos actions également dans les services de néonatologie, en pédiatrie. Il y a la crèche hospitalière qui bénéficie d'une partie de nos actions. Et en fait, on met en place, et c'est surtout, alors je vais prendre l'exemple de la microfibre, mais on parlait des produits d'entretien, tout le pôle femmes-enfants, nous, depuis 2018, on nettoie tous les sols de notre pôle avec de l'eau et de la microfibre sans produits chimiques. Donc ça, c'est bien, on le fait, parce qu'on sait qu'on va agir sur la qualité de l'air intérieur, des usagers et des professionnels. Mais en fait, on ne se limite pas à ça, puisqu'on a créé des nudges, c'est-à-dire des stickers qu'on a mis sur les murs dans les chambres et dans nos salles où on accueille des usagers, pour expliquer. Dessus, on a mis... on met ici, on nettoie nos sols à l'eau, à la microfibre sans produits chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que nous, en fait, l'idée c'est d'essaimer, entre guillemets, d'être exemplaire, on l'est pas partout, mais et de dire aux parents, si moi dans mon service j'arrive à nettoyer les sols où j'accueille des prématurés en soins intensifs, qui sont quand même très fragiles, sans produits chimiques mes sols, et que on s'en porte pas plus mal, peut-être qu'à la maison c'est peut-être faisable chez vous. Donc, on essaie de à chaque fois communiquer sur ce qu'on fait auprès du public. Et on a aussi donc ces ateliers, on a des cours de préparation aussi à la sortie où on va distiller comme ça au cours du séjour auprès d'usagers, en espérant que après à la maison ils puissent avoir reproduire ce qu'on fait. Voilà. C'est d'ailleurs une des actions du projet financé par l'INCa qui est de mesurer le changement de pratique de ces femmes enceintes qui passent à la maternité de La Rochelle pour savoir si après à la maison elles appliquent ce qu'elles ont appris à la maternité.
Et donc, au niveau des hôpitaux, on voit bien que vous êtes vraiment engagé dans la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Je vais revenir au niveau du bâtiment, puisqu'on a dit que c'était un peu moins avancé. Donc, comment le secteur du bâtiment peut-il devenir un acteur de santé? Et qu'est-ce qu'un chantier bien suivi et quelle est sa plus-value? Alors aujourd'hui, donc je rappelais que les premières réglementations, c'est 2023. Aujourd'hui, on sait faire, et ce qui est intéressant dans toutes les démarches qui sont menées, c'est d'être efficient. Et en fait, de se dire qu'est-ce qui est à notre portée tout de suite. Il y a des choses qui ne seront pas à notre portée dans les années à venir, il faudra plusieurs temps. Et le monde du bâtiment, il est en train de se réinventer un petit peu. Alors, on en est sur les prémices. Souvent, j'ai cette phrase que je dis sur tous les chantiers, hein, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, je remercie le monde de la santé pour cette phrase-là, parce que c'est pas encore quelque chose qui est inscrit dans le monde du bâtiment. On est dans un monde réglementaire. Il faut du traitement au feu, il faut des choses. Mais c'est un monde. Donc, nous, on a fondé Tenen, qui est un bureau d'études avec une décennale. Et donc, on est capable aujourd'hui d'accompagner des gens qui ont un projet de construction sur ce prisme-là, sur le bâtiment. C'est-à-dire produire un bâtiment qui est sain, en limitant les polluants, les perturbateurs endocriniens, en étant vigilant sur les produits qu'on va mettre en œuvre, en étant vigilant sur les systèmes de ventilation, pas au détriment de l'énergie, parce qu'il faut aussi des bâtiments qui soient peu consommateurs. Et donc, c'est un petit peu nouveau, hein. Il y a encore du chemin à parcourir. Par expérience, on a passé 35 assureurs. Il n'y en a qu'un seul qui a accepté de nous assurer sur ce risque environnemental. Aucun ne souhaite prendre cette responsabilité-là. Mais voilà, ça existe. En fait, c'est réinterroger ces pratiques. Moi, c'est souvent ce qu'on fait sur les chantiers. Je mets ce matériau-là, mais pourquoi est-ce que je le mets? Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on n'a pas mieux? Souvent, je prends un exemple dans les écoles. Les hôpitaux, pareil. On adore le plastique. On adore le lino. On adore ces sols souples. Parce que le monde de l'hygiène était prédominant jusque-là. Et c'est des sols qui ont un intérêt. Hein. En acoustique, c'est fantastique. En hygiène, c'est fantastique. Sauf que c'est rempli de phtalates et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est se réinterroger, de dire pourquoi est-ce qu'on met un sol comme ça? Est-ce que j'ai besoin de le remonter sur les murs? Parce qu'on connaît tout ça, hein, ces sols-là, on vient les remonter sur les murs. Déjà, si on peut ne pas en mettre sur les murs, c'est gagné. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir à un sol, un carrelage, chose comme ça, qui se nettoie plutôt bien? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un amortissement? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je n'ai pas d'autres produits? Un parquet flottant ou autre qui a souvent ou un parquet brut, qui a le même coefficient d'amortissement, mais moins de produits chimiques. Voilà, ça permet de se réinterroger sur le bâti. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, nous, les projets qu'on livre, on est à peu près, par rapport à des environnements classiques, on divise à peu près par 10 la quantité de polluants qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc simplement en étant vigilant, en faisant exactement ce que vous faites à l'hôpital, en se réinterrogeant, je mets ce produit-là, est-ce que j'ai pas mieux? Et voilà. Je vais revenir avec Xavier. Alors donc, justement, visiblement, il y a moyen de créer des produits à valeur ajoutée pour améliorer la santé de nos enfants et dans les premiers mois notamment. Donc, est-ce que vous avez des exemples d'opportunités pour créer de la valeur à transmettre aux industriels qui seraient présents ici pour faire changer les pratiques? Alors, des idées, nous, on en a plein. Après, les mettre en place, c'est plus compliqué. Surtout à l'hôpital, on parlait de l'hygiène. On a quand même des contraintes à respecter. Une qu'on a mis en place récemment, dans le cadre des 1000 premiers jours, hein, on a eu des fonds pour mettre en place un petit déjeuner sain à la maternité de La Rochelle. Alors, qu'est-ce que c'est un petit déjeuner sain? On a aménagé une pièce, un espace, un peu comme à l'hôtel, hein, où le petit déjeuner il est en libre service. Et là, on a enlevé tout ce qui est les produits classiques des services de soins, hein, les pots de confiture individuels, tout est individuel, tout est emballé dans le plastique, avec des produits qui ne sont pas forcément qualitatifs, en plus ultra transformés, enfin tout ce qui est
ce qui n'est pas forcément bon. Et nous, on a proposé des produits, si possible bio, s'ils ne sont pas trop loin, des produits en vrac. Donc, on a supprimé tous ces contenants individuels. On met des distributeurs en vrac. On a des pots de confiture, des gros pots de confiture qui sont fabriqués dans le département et en plus qui sont bio. Et on a supprimé l'ultra transformé. Il y a plus on sert tout ça dans ce qu'on appelle nous notre vaisselle VIP, verre inox porcelaine, puisque tout ça c'est bien inerte et c'est réutilisable. Donc là on fait des économies. Ça par contre un impact sur les organisations, puisque ça fait du travail en plus. Parce que c'est vrai que le plastique à l'hôpital c'est pratique, c'est hygiénique. Hop, on jette tout et puis. Mais là ça a vraiment du sens. Et donc on fait ce petit déjeuner. Donc là, récemment, on a fait l'évaluation auprès des parents. Donc on a eu des super retours. Et on a poussé jusqu'à le faire de manière... Il a été éco-conçu. C'est-à-dire qu'on a fait appel à une architecte d'intérieur et on lui a dit, voilà, nous, il faut que les peintures qui soient utilisées soient saines. Il faut que le mobilier aussi. Donc on essaie de tout faire raccord avec le projet. Et en plus, on a communiqué auprès des parents, leur expliquant comment on a fait cette salle. Et on espère qu'une fois qu'ils rentrent chez eux, qu'ils continuent à avoir une alimentation plus saine. L'enquête de satisfaction qu'on a faite en septembre, en fait, on a eu justement ce retour, comme quoi on avait plus de la moitié des personnes qui allaient poursuivre à leur domicile une fois qu'ils rentrent à la maison avec leur enfant. Alors voilà, on se dit que si les parents adoptent justement une alimentation plus saine, ça va être gagné pour leur enfant qui va grandir. Donc on investit comme ça sur l'avenir. Voilà. Donc c'est vraiment la sensibilisation, la formation au quotidien à la maternité. Je vais revenir sur les innovations médicales avec Nicolas et comment Pédiatis aujourd'hui intègre l'innovation pédiatrique dans ses développements et demain la valeur d'une solution. Est-ce qu'elle se mesurera aussi à son impact environnemental ? Moi, je vais déjà... je vais être concret en fait. Aujourd'hui, tu as parlé du plastique. L'enfant, il a besoin d'une unidose liquide quand il est plus petit. Donc, vous avez tous peut-être vu des stick packs en aluminium, en PVC, avec du bisphénol, remplis d'un Doliprane rouge. Vous avez des petites dosettes en PVC comme ça, ou enfin là, c'est du PET. Ça existe. Si demain, je me dis, ah ouais, j'ai une super idée, j'ai un nouvel emballage complètement biodégradable, et que je le dépose, on va me dire oui, mais je voudrais être sûr qu'il n'y a pas d'interaction contenant-contenu. Bon, il va falloir faire des biodisponibilités, il va falloir faire des toxicités. J'en ai pour 10 ans à peu près, avant de pouvoir l'utiliser un jour dans la pharma. Donc 10 ans, on ne va pas attendre. Donc ce qu'a fait Pédiatis, c'est de se dire ok, c'est pas un nouvel emballage en fait, c'est pas un plastique. C'est une capsule qui s'ouvre. En fait, j'ai utilisé la gélatine que vous avalez tous les jours, et je l'ai utilisée comme un plastique. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher des solutions qui existaient déjà. Et j'ai travaillé avec Xavier sur ce sujet-là. On a fait évoluer tout ça ensemble. Et en faisant ça, on a pu biaiser, parce que je disais le problème des normes, mais c'est aussi le problème économique. C'est que si on utilise quelque chose qui existe déjà et qu'on dit que c'est une capsule, il y a plus de sujet et on gagne 10 ans. Et 10 ans, c'est de l'argent. Donc c'est comme ça que Pédiatis a réussi à passer par la porte de service pour essayer de proposer un emballage innovant qui existait déjà, qui était sous les yeux de tout le monde. On fait de la rétro-innovation. Enfin, voilà comment Pédiatis a réussi. Ça a un avantage, mais c'est pas parce que on a trouvé une petite solution qu'on ne s'adapte pas à ce qui est demandé aujourd'hui. Donc, je me suis plié avec cette forme-là à tous les standards de biodégradabilité. On va justement aller chercher les normes qui prouvent que notre produit, eh bien, il correspond. Il rentre et vous pourrez l'utiliser et le voir sur les étagères de votre pharmacie. Là où je rejoins, où on l'a dit un peu tous d'une certaine façon, votre meilleur bulletin de vote, c'est votre carte bleue.
Donc, quand vous irez à la pharmacie, qu'on vous donne le choix entre quelque chose en plastique ou pas en plastique, eh bien, à force d'acheter les choses propres, les industriels, eux, ils sont très contents de vous vendre des choses. Ils s'en fichent de vendre du plastique ou de vendre des choses propres. Ils veulent vendre, comme tu l'as dit. Donc, la solution, elle est là. Et utilisez votre carte bleue à bon escient et Pédiatis s'en sortira très, très bien. Donc tu l'as bien dit quand même, la coopération, elle est indispensable. Vous avez pas mal travaillé ensemble. Mais ouais, je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que j'en profitais là. Hein. C'est vrai que Xavier, je suis arrivé en 2019 avec une petite capsule comme ça, en lui disant tiens, ça serait pas une bonne idée. Et là, tu m'as dit non, non, il me faut une paire de ciseaux pour l'ouvrir. Revois ta copie. Donc, on a mis 2 ans pour avoir la forme que vous avez là, avec c'est le terrain qui l'a trouvé. C'est des aides-soignantes, des aides-puées et pour les infirmières. Et c'est du terrain qui est venu l'idée, pas de là-haut en tous les cas. Donc, faut continuer à pousser ces petites idées. Donc la coopération indispensable, la coopération chercheurs, praticiens, décideurs également pour faire bouger les choses. Donc Antoine, les coopérations sont de quoi a-t-on besoin en priorité aujourd'hui pour que l'ensemble des personnes concernées par les perturbateurs endocriniens fassent changer les choses? Est-ce qu'on a besoin de données? Est-ce qu'on a besoin de standards? Est-ce qu'on a besoin de marché public? Est-ce qu'on a besoin de formation? Qu'est-ce qui sera le plus pertinent à mettre en place tout de suite? Alors, on l'a dit, ça fonctionne avec les preuves, hein, donc on a besoin de preuves, et c'est la science qui fait qu'on a les preuves suffisantes, donc on a besoin des chercheurs. On a besoin des chercheurs, mais c'est long, c'est ce qu'on a dit, il y a beaucoup de produits. Et puis après, on voit que c'est quand même une problématique qui est plutôt sociétale, donc en fait, qui amène à des réflexions. Donc on a besoin de chercheurs aussi, et en tout cas de l'évaluation dans les innovations proposées et leur impact. Et ça, c'est une autre science que la science de la recherche de la toxicologie. On a aussi besoin d'évaluer cette action individuelle et l'effet sur l'action individuelle. Ce que fait Xavier, on va à sensibiliser, mais du coup, est-ce que ça a réellement un impact? Il faut évaluer cet impact. C'est aujourd'hui important. Donc, il y a toute une recherche interventionnelle en santé publique qui se met autour de cette problématique pour montrer que telle pratique, telle sensibilisation ou telle innovation va effectivement améliorer les choses. Parce que parfois, simplement, on a une innovation et on pense qu'elle va améliorer les choses simplement sur un a priori. En médecine, on connaît bien les a priori sur les bénéfices d'un médicament. Non, il faut la preuve. Et c'est là que la recherche peut apporter effectivement des éléments sur des champs de recherche qui ne sont pas forcément les tubes et la toxicologie. Il y a d'autres champs de recherche qui ont leur intérêt pour que, sociétalement, encore une fois, on arrive à résoudre le problème. Et justement, sur ces autres aspects de recherche, quand on s'intéresse aux espèces animales, on parle souvent de One Health, donc on prend en compte la santé humaine, animale et environnementale. Et donc, comment la recherche et les espèces sentinelles peuvent-elles aider à prioriser, à mesurer l'impact des perturbateurs endocriniens ? En fait, ce qui est important, c'est d'avoir quelques modèles un petit peu sentinelles, comme vous l'avez dit, et d'avoir une constance sur le long terme pour suivre plusieurs choses. Déjà, étudier les effets toxicologiques, notamment des perturbateurs endocriniens, mais c'est aussi d'avoir des sentinelles que l'on suit sur le long terme. Nous, par exemple, en Arctique, on suit des populations d'oiseaux marins depuis 25 ans. Chaque année, on fait des prises de sang pour voir les niveaux de certains polluants. Et c'est important parce que ça montre l'efficacité ou pas des régulations. Quand on interdit une molécule, est-ce qu'on constate dans l'environnement une baisse? C'est plus compliqué que ça, parce que certaines molécules historiques comme le DDT sont toujours présentes, même si on n'est plus à des niveaux épouvantables des années 70, mais il y a des interactions complexes avec le changement climatique, avec des écosystèmes qui changent, etc. Donc il faut poursuivre l'observation. Et puis après, il faut tester. Et là, pour justement essayer de comprendre ce qu'on observe comme une corrélation, c'est-à-dire un lien statistique entre un niveau d'exposition et puis, mettons, une diminution ou une augmentation des hormones thyroïdiennes. On peut toujours être critiqué parce que ce n'est
pas à la causalité que l'on démontre, mais là, il faut aller vers l'expérimental. L'expérimental, ça se heurte parfois avec expérimentation animale, ça peut être compliqué, et il y a une acceptation qui est pas facile. Mais il y a des pistes, notamment, moi j'ai des collègues norvégiens, par exemple, qui cultivent des cellules de baleine, qui vont prélever avec un petit emporte-pièce à distance. Ils vont cultiver des fibroblastes et puis donc des cellules de baleine, et puis ils vont les exposer à des combinaisons, un PFAS plus, mettons, un autre pesticide. Ils vont regarder, par exemple, l'expression génique des gènes qui codent pour certaines hormones, des choses comme ça. Donc on peut aller dans la preuve expérimentale, même si c'est parfois un peu compliqué, mais en changeant l'aspect traditionnel, expérimentation animale, qui est parfois nécessaire, mais difficile à comprendre, surtout avec de la faune sauvage, etc. Et puis après, moi je crois aussi beaucoup, parce que, on l'a dit, les mélanges c'est compliqué, les effets cocktails. Et puis quand on veut tester, par exemple, on disait ça prend des années pour être sûr que c'est un perturbateur endocrinien. Alors ça veut dire quoi? Vous avez un petit poisson, puis vous allez faire je ne sais combien de combinaisons avec des aquariums avec un peu de glyphosate, un peu logistiquement, ça devient impossible. Peut-être que l'IA peut avoir aidé pour justement imaginer toutes les combinaisons possibles, des voies métaboliques qu'on n'a pas explorées, des choses comme ça, et qui peuvent nous renseigner sur des effets cocktails qui sont... On en parle tout le temps, mais on pense que ça a un effet, mais c'est très très compliqué, et logistiquement à étudier, c'est difficile. Donc surveiller l'environnement et aller vers la causalité pour apporter des valeurs, comment dirais-je, des preuves irréfutables que oui, ce produit interagit avec l'estradiol ou la progestérone ou d'autres hormones. Donc c'est un champ de recherche très complexe, mais quand même avec des solutions faisables au quotidien, individuellement, au niveau institutionnel ou au niveau même des décideurs. Il est quand même possible de réduire, en tout cas la quantité. Si on ne comprend pas la complexité, on peut essayer de réduire la quantité. Avant de passer aux questions de l'ASA, je vais vous demander à chacun d'entre vous de décrire en une phrase votre leitmotiv ou votre action clé. On va commencer par Xavier. Alors nous, c'est peut-être plus... Alors ça n'a rien de scientifique là, c'est plus notre leitmotiv d'engagement collectif au sein de tout le pôle femmes-enfants. Nous, c'est un peu loin en moins, c'est une chance en plus. Voilà, ça n'a rien de scientifique, mais en tout cas, ça nous fait avancer et à chaque fois, brique par brique, on essaie de construire quelque chose de plus sain pour les générations futures. Voilà. Alors moi, j'ai pas de slogan tout fait, mais moi, mon leitmotiv, c'est les enfants, c'est notre avenir. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à eux et c'est à cette période-là qu'ils sont encore plus fragiles. Donc, c'est vraiment la mission primaire de Pédiatis et je suis content d'avoir réuni pas mal de gens aussi autour de moi qui ont la même vision. Donc, voilà. Moi, je dirais, pour mon domaine, c'est l'observation sur le temps long, continuer à collecter les données sur le temps long. Et voilà. Et sans a priori, sans dogmatisme aussi, il faut faire attention au côté militant, etc. Il faut des preuves solides, l'observation longue et l'expérimentation. Moi, mon leitmotiv sur les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est le même que mon leitmotiv de pharmacien sur le médicament. C'est de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ce produit de consommation courante, comme je le fais dans la pratique de pharmacien? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce médicament? Et puis, une fois que le besoin est établi, eh bien, est-ce qu'il y a une meilleure solution qu'une autre? Est-ce qu'il y a une balance bénéfice-risque favorable sur un produit plutôt qu'un autre? Voilà, je pense que c'est la démarche autour de ce qu'on a pu voir sur diminuer son exposition, rendre notre exposome favorable. C'est le leitmotiv de notre équipe de recherche, rendre l'exposome favorable. Alors, je vais avoir à peu près la même chose. Moi, je disais, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est se réinterroger tout le temps sur nos pratiques, sur nos façons de faire, sur nos métiers. Je crois qu'on fait un peu tous la même chose sur le temps long, de voir ce qui est à notre portée, ce qui est facilement à notre portée. Voilà, ça permet de développer des produits, d'avancer. Les industriels sont ouverts aussi. Enfin, moi, je travaille avec des industriels.
ils sont sensibles, certains, pas tous, mais à ça. Et sur cette réinterrogation, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Alors, merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Profitez de la présence de nos experts ici. Bon, ben merci pour toutes ces interventions. Je voulais donner quelques petites précisions sur ce secteur du bâtiment que je connais assez bien. J'ai travaillé pendant longtemps. Francis Allard. Donc moi, je suis dans une vie antérieure, j'étais professeur à l'université. J'étais aussi président du conseil scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et j'ai fait 2 mandats au Conseil de la santé publique pour les problèmes liés au bâtiment. Quelques précisions en ce qui concerne les aspects réglementaires que vous avez évoqués. La réflexion réglementaire en Europe, elle date du début des années 2010. Elle s'est traduite en France par l'étiquetage des matériaux, qui a fait évoluer les choses. On le voit notamment par les campagnes logement, puisqu'on a fait 2 campagnes logement à un peu plus de 15 ans d'intervalle. Et on voit justement l'évolution des polluants, justement, conséquence de cet étiquetage des matériaux de construction. Vous voyez tous les jours l'évolution sur les peintures, par exemple, qui a été quand même très important. Et puis, il y a la surveillance de tous les bâtiments, disons, recevant du public. Donc, la loi, elle date de 2015, et non pas de 2023. Elle a été mise à jour en 2020. Ah non, mais c'est de mise à jour. Mais en 2015, on a commencé par ce dont vous parliez, c'est-à-dire la petite enfance, les écoles maternelles, etc. Donc c'est certainement imparfait. À l'époque, moi, je me suis bagarré parce qu'on a retenu finalement des polluants qui sont des proxys d'une pollution supposée extérieure et d'une pollution supposée intérieure. Mais ce sont des choses quand même qui ont fait beaucoup évoluer les choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des projets, avec l'ADEME notamment. L'ADEME a mis en place l'ECRA, que vous devez connaître, qui est la démarche que vous décriviez d'un point de vue individuel, mais qui est une démarche labellisée par l'ADEME. Et sur l'étiquetage des matériaux, alors effectivement, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, là, on est un petit peu sec, parce qu'on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on évolue avec la connaissance et avec la métrologie. Puisque là, il ne s'agit plus de microgrammes par mètre cube, mais on est dans des nanogrammes. Et donc là, c'est aussi toute la métrologie qui intervient. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait beaucoup de travail depuis maintenant 25 ans dans ce domaine-là. Bon, d'abord dans les labos, c'est ce qu'on faisait. Et après, cette prise de conscience au niveau européen, notamment par les premières réglementations dans les années 2010, en ce qui concerne l'habitat. La transcription en France à partir de 2015, c'est certainement imparfait. Et notamment, le trou dans la raquette, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Bon, il faut faire évoluer les choses. Mais je voulais donner une vision qui n'était pas aussi noire que celle que vous aviez présentée tout à l'heure. Merci. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, docteur Allais, réseau Environnement Santé, lanceur d'alerte sur le bisphénol, entre autres. Moi, je pense qu'il faut quand même un petit peu remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire pourquoi on est là. Il y a une crise d'épidémie de maladies chroniques en France. La France est le premier pays du monde pour le cancer du sein. La France est passée 23e pays pour la mortalité infantile en Europe. Quand on regarde l'augmentation du diabète de type 2, quand on regarde les cancers pédiatriques, quand on regarde les troubles de la sphère autistique ou les TDAH ou tout ce qu'on peut, ou les troubles du langage. Donc là, on se retrouve quand même. Santé publique France, dans son annexe 12 en 2023, cite 30 maladies en rapport direct et certain avec les perturbateurs endocriniens. Dedans, on a le cancer de la prostate, bien sûr, mais le cancer du sein, les cancers thyroïdiens, l'asthme, les allergies. Moi, quand j'ai démarré mes études, c'était 3% d'allergiques. On se retrouve avec 30% d'allergiques maintenant autour de soi. Donc ça vrille beaucoup. Les maladies thyroïdiennes, les neurotroubles de l'enfant. Quelque chose là qui est sur le devant de la scène en ce moment, on parle de mortalité versus natalité.
Faut pas oublier que l'étude de Shanna Swan depuis 1975, les spermatozoïdes, on en a perdu la moitié en 50 ans, et normalement, il n'y a plus de spermatozoïdes dans les testicules occidentaux en 2045. 2045, c'est quand même pas très loin. On va se retrouver avec la servante écarlate dans pas longtemps. Donc, pourquoi on bouge sur les perturbateurs endocriniens? Parce que les données de la science internationales sont quand même assez consolidées sur ces affaires-là. Quand vous reprenez l'étude suédoise SELMA, épidémiologique, biologique et microbiologique sur troubles du langage et un cocktail phtalate, bisphénol, épiphase, entre autres, bon, on peut dire, en fonction d'exposition, qu'il y a un gradient de 1 à 3 en fonction des quartiles sur l'étude. L'étude qui est sortie dans JAMA pédiatrique en 2022 sur phtalate et prématurité. La prématurité, c'est la première cause de mortalité infantile, il faut quand même savoir, 70% de la mortalité est en rapport avec la prématurité. Donc la France n'est pas bon. La connaissance consolidée sur les perturbateurs endocriniens, elle est là sur la table. Et après, on se retrouve, comme pour l'amiante, il a fallu 100 ans. Pour le plomb, il a fallu 80 ans. Pour supprimer des molécules qui, au lieu d'être évaluées avant d'être mises sur le marché, il faut pédaler comme des fous pour les supprimer une fois qu'elles sont mises sur le marché. Quand c'est pas comme pour les pesticides, l'auto-évaluation par le fabricant qui dit que c'est très bien, allez-y, il n'y a rien à circuler. Voilà. Petit détail très intéressant, puis après j'arrête, historique, quand même, en 1930, on découvre le bisphénol. On cherche une molécule qui est œstrogéno-mimétique, parce qu'on a l'impression que les femmes qui ont des problèmes de grossesse et de stabilité, il faut quelque chose qui soit œstrogéno-mimétique. On découvre le bisphénol, on dit ça c'est pas mal, puis on découvre le distilbène, on dit finalement celui-là il est plus. Okay, on laisse le bisphénol de côté. Et qu'est-ce qu'on fait 50 ans après? On fabrique des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de plastique avec du bisphénol, en ayant oublié qu'on l'avait mis sur le marché parce qu'il était œstrogéno-mimétique. Donc ça, c'est quand même assez magique, la capacité autistique de la science et de la permissivité des régulations. Et là, on se retrouve, nous, on a réussi à obtenir l'arrêt du bisphénol A. Le S ou le AF, c'est pire au niveau effet œstrogénique. Donc, le problème, c'est pas la connaissance, le problème, c'est le courage du régulateur, et après, qui va se retrouver effectivement face à des gens qui vont lui dire non, chantage à l'emploi, bon, tout ce qui peut arriver dans ces choses-là. Il faut savoir quand même que les plasturgistes, quand on a interdit le bisphénol A, ils ont dit oui, mais c'est pas parce que c'est interdit ici qu'on va pas le fabriquer pour le vendre ailleurs. Ok, oui, le Conseil d'État dit oui, messieurs, oui, vous avez raison d'un point de vue réglementation internationale. Donc, il ne faut pas oublier quand même que la France est dans une phase d'épidémie de maladies chroniques, qu'il y a des marqueurs majeurs de tout ce qui est l'impaction avec les perturbateurs endocriniens, qu'avant que La Rochelle et les autres prennent des décisions vertueuses sur les maternités et les crèches étaient les endroits les plus pollués. Le dispositif, il y a du phtalate, la couveuse elle est en plastique, la couche elle est en plastique, on intube c'est en plastique, on perfuse c'est en plastique, bon, et puis le petit médicament qui est donné par le pharmacien il est entouré de plastique. Ouais, bon. Donc les Suédois en 2011 ils ont fait des études de qualité de l'air. Eux, ils ont dégradé, il y avait plein de DHP dans tous les coins. Donc, eux, ils se sont rendus compte de cette affaire-là, ils ont modifié les choses et ils ont fait des études sur sol en PVC versus sol en pierre ou en bois chez les parents. C'est 2 fois plus d'asthme. 2 fois. Bon, ça a été quantifié, il y a une belle étude aussi que je peux vous donner sur le sujet. Donc, la littérature internationale, elle le plaide depuis des années sur cette affaire-là. Et Madame Théo Colborn, qui avait sorti l'affaire des œufs du Pigargue, l'aigle emblématique américain, qui avait bougé les Américains sur le DDT, bon, parce que effectivement là, ça vrillait au niveau de la reproduction des oiseaux mythiques, on va dire ça. Donc, bien sûr, il faut agir. Pourquoi? Parce qu'on est dans un stade d'épidémie chronique, d'épidémie forte de maladies chroniques, et que si les marqueurs de la fertilité va vriller, effectivement, en 2045, il n'y aura plus personne dans la salle et ce sera parfait. Il faut bouger. Merci beaucoup pour votre intervention. Vu l'heure, je pense qu'on va passer à la table ronde suivante. Et encore merci beaucoup pour vos éclairages sur le sujet. Merci beaucoup.